Le mariage qui est censé être une source de joie, une bénédiction divine, un partage de vie avec l'être aimé, avec l'âme sœur, avec un ami fidèle, se retrouve être malheureusement une source de dépression. La dépression se définit comme un trouble mental courant qu'on retrouve chez 5% des adultes dans le monde aujourd'hui. Elle se caractérise par une peur constante, elle se caractérise par une tristesse persistante et par le dégoût de la vie, le dégoût des choses qu'on a l'habitude d'aimer, malheureusement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël, émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Une fois de plus, rebonjour. Nous sommes en direct de notre page Facebook Hope Events. Nous vous invitons à vous connecter, à liker et à partager. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et je n'ai pas d'ailleurs dit, le thème d'aujourd'hui c'est le mariage, source de dépression. Nous sommes en charmante compagnie aujourd'hui. Je suis accompagnée de charmantes dames et d'un monsieur. Heureusement qu'il y a un monsieur pour sauver la jante masculine. Donc, je vais vous laisser le soin de vous présenter chacun, afin que je ne me trompe pas. Donc, je vais commencer par ma droite. Madame. Moi, c'est Germaine Hortense Anaba. Vous êtes esthéticienne de formation. De formation. Oh, ok. Et... oui. Ok, bonsoir, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Grégoire Taillou. Je suis coach et formateur en conseil matrimonial, écrivain et enseignant. Docteur. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Docteur Nengenelo, psychiatre. Mentor. Je suis mentor Gaël, femme d'église, je ne sais pas si je veux dire femme d'église, femme de prière, théologienne, auteure et quelquefois conférencière. Bonjour. Est-ce qu'on peut être conférencière quelquefois? Oui. Donc, on a un rituel dans l'émission qu'on fait généralement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de me suivre, de m'écouter, de répéter après moi. Donc, on va lever la main droite. Je promets d'être sincère. Je promets d'être sincère et de dire réellement ce que je pense. et de dire réellement ce que je pense Sans faux fuyant. sans faux fuyant Sur le sujet. sur le sujet. Donc, vous m'avez promis. Donc, vous allez essayer d'être sincère. Vous allez D'accord. être sincère, même pas essayer, être sincère. Le but ici, c'est d'être sincère afin de pouvoir, vous savez, éduquer, enseigner et sensibiliser les internautes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui. On va parler d'un sujet très sensible, d'un sujet très touchant. Et on a la chance, on a l'honneur même qu'on a quelqu'un qui accepte de témoigner, parce que c'est pas souvent facile de venir témoigner des histoires vécues, de venir étaler, si je peux dire ça comme ça, notre vie privée sur les réseaux sociaux. Donc, on a Hortense qui a accepté de le faire, Madame Hortense Ngono qui a accepté de le faire. Et je voudrais vraiment que vous acclamez pour elle parce que c'est pas évident. Donc, Hortense, on vous écoute. On est tout de suite. Oui, je suis Hortense Germaine. Je veux parler de mon histoire. C'est vrai que je n'aime pas la raconter parce que elle donne souvent des larmes. En fait, je ne dirais pas que j'ai fait la connaissance de... Je veux d'abord l'appeler un monsieur parce que là, ce n'était pas encore mon mari. Maman me fait rencontrer un monsieur. Je n'étais pas prête ni pour le mariage, ni pour une relation. Bon, un matin, elle me dit, bon, je t'ai trouvé un mari. Je dis, ben maman, moi, je t'ai pas dit que je voulais déjà me marier. Elle me dit, non, je t'ai trouvé un mari. Bon, mon ami là, il est ingénieur, il n'est pas fonctionnaire d'État. Bon,
Pour moi, ma fille doit être heureuse et tout. Bon. Pour moi, je pense ça comme ça. En parlant, bon, monsieur toque à la porte, je nomme un policier qui entre. C'est lui. Je dis, ah. Mais bon, on entame une conversation, puis je vais t'épouser. Moi, je lui dis non. Ma grand-mère m'avait donné un conseil. Elle m'avait dit, si un homme vient vers toi, il te dit, je vais t'épouser, c'est un menteur. Bon, c'est celui qui te dit, je voudrais qu'on soit amis, qui est sérieux. Ben, avec la pression de maman, tu dois te marier, ta petite soeur s'est déjà mariée, qu'est-ce que tu attends? Et puis, c'était un combat à la maison. Je vous assure, un très grand combat. Je m'étais chassée de la maison. Parce que là, mon papa venait de décéder, ça faisait pratiquement 5 mois. Et je m'étais sentie dans l'obligation de faire ce mariage. Donc, je me marie en 2005, où je fais mon mariage civil. Avant le mariage civil, il y a eu la dot. J'ai d'ailleurs refusé d'y aller. Mes parents m'ont dit non, tu dois aller apprêter le mariage avec ton mari, il faut aller et tout. Mais je n'ai pas fait 2 mois dans cette maison. C'était... la première bastonnade, elle était terrible. J'étais à la maison avec mon bébé parce que j'avais un bébé de 5 mois. Quand mon mari arrive, tout sous, il toque à la porte, j'ouvre. Bon, oh, madame, tu es installée sur mon canapé. Est-ce que tu peux acheter un canapé? Est-ce que tu peux acheter un téléviseur? Il est un bon. Pour la bagarre, la bastonnade, taper et tout. Bon. Pour une première fois, je me dis, oh, ça va passer. Je cache à maman parce que maman, pour elle, je devais aller en mariage. Donc, les 2 premières bastonnades, je suis allée vers elle, maman, voilà, non. Tu ne voulais pas d'abord te marier, bon, tout ce qui arrive là, c'est toi. Donc, je m'étais résignée. Déjà que ma mère avait un problème de santé, elle avait un problème de tension, donc je ne voulais pas de temps en temps lui poser des petits problèmes. J'ai eu ci, j'ai eu ça. J'ai commencé à souffrir avant que je ne sois déjà mariée. Des choses que je cachais. Je me suis mariée. Après le mariage, je ne reconnaissais plus mon mari en fait. À un moment, je me demandais si c'était vraiment lui. Papa, tu vois un petit sourire, après quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Non, je ne vais pas... J'ai tellement de scènes que je ne sais même pas par où commencer. Je vais commencer par une qui m'a tellement dérangée parce que mon mari me trouve à Yaoundé, j'étais en activité. J'avais déjà ouvert mon petit salon, j'étais là bien, j'avais pas de problème. Maman me dit, tu es déjà mariée, tu ne peux pas aller entre Bafoussam et Yaoundé parce qu'il lui travaillait à Bafoussam. Ramène tout ton matériel à Bafoussam. Chose qui a été faite. Mais lui, il ne prenait pas ça de cette manière. Pour lui, je ne devais pas travailler, je devais rester à la maison, à ne rien faire. Bon, j'ai commencé à parler de bouche à oreille. Les femmes venaient se faire belles à la maison. Et puis, ça l'énervait. Un jour, il est arrivé, il dit, bon, des choses là, vraiment, tu commences déjà à me casser la tête avec. Il a cassé tout mon matériel. Complètement tout. Avec une bonne bastonnade. Cassé tout mon matériel. J'ai rien dit aux parents. Parce que maman, c'est moi qui dérange. Je voulais pas déjà me marier. Bon. Moi, j'ai grandi, je dois me battre sur les nez d'une famille, papa est décédé, je dois travailler. Je vais au Fonds national de l'emploi, où je vais demander un tout petit travail. Qu'est-ce que vous savez faire? Bon, j'ai fait le jeu, l'informatique et tout. On me trouve un petit travail. Je commence, et premier, deuxième, troisième jour, c'est la guerre. Tu te dis quoi? Tu vas aller travailler dans la maison de qui? Tu vas sortir et puis je suis quand même allée. Mais ce jour, j'ai d'abord reçu un message dans mon téléphone. Ce que je venais te faire là-bas,
Tu vas le regretter toute ta vie. Je dis, oh, je rappelle, je lui dis, ouais, papa, depuis que tu me fais du mal, là, est-ce que ça ne te dérange pas? Je vous assure, j'étais encore là, j'étais dans le bureau avec mon directeur. Je suivi à la guerre. Et la dame qui est souvent assise là, on lui dit, elle est au bureau avec le patron. Il ouvre la porte. Madame, je te demande de sortir. Ben, mon patron va lui dire, mais non, monsieur, si vous avez des problèmes, c'est mieux de les gérer à la maison. Je te demande de sortir. Hein. Bon, j'étais là assise, je dis, je ne sors pas. Ok. Monsieur a d'abord balancé les ordinateurs, tout ce qui était posé sur la table, m'a tabassé copieusement, déchiré tous mes vêtements. C'est ma collègue qui allait prendre un pagne quelque part, nous donner le temps d'aller arranger mon habit. Mais quand mon patron se rend compte de tout ça, il appelle dans la gendarmerie, il dit, il y a un monsieur qui vient faire du désordre dans mon lieu de service. Il dit, oh, vous avez appelé, ok. Moi aussi, j'appelle. En passant, c'était un policier. Bon, mon patron, retrouvez-moi à Sokada, comme ça et tout. Je vous assure. 3 IAS 4x4 et 2, comment on les appelle les cars des policiers là? 2, non, c'était 5 véhicules qui sont arrivés, armés. Le commandant descend, il me voit, il voit mon mari, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, demandez. Je ne sais pas, poser la question, je ne sais pas ce qui se passe. Devant son commandant, il m'avait botté avec les rangers là, je vous assure, j'étais tombée. C'est comme si la douleur là, je la ressentais au niveau de mon cœur. Pendant que j'arrive, donc vous entrez, vous ne vous attendez pas à rencontrer quelqu'un, et puis il m'a raclé, pam, vous imaginez, je suis partie de l'étage jusqu'en bas où je me suis cognée. J'ai cassé la dent là. Je ne m'étais même pas bien rendu compte que je saignais et tout. C'est comme ça que je me lève et dis, mais comment je vais venir mourir ici? Je ne fais rien de mauvais. Chaque fois que je les bastonnais, c'est comme ça que je me lève, je remonte. Et puis tout ce que je trouvais sur mon passage, je balançais sur lui. Tout ce que je trouvais parce que j'en avais marre. J'en ai cassé là. Mon nez là, il est cassé. Donc j'avais ramassé une bouteille d'eau, pleine d'eau. J'ai balancé, ça a pris sa tête là. Bon, il a appelé, comme il était policier, il avait toujours ce petit truc-là, dès qu'on a un petit problème, il appelle son commandant, il vient me porter à la maison, il vient me menacer. Ils sont venus là, m'ont porté. Ils sont allés me jeter en cellule malgré que je saignais et j'avais des soucis. Quand j'arrive, on me demande d'entrer en cellule. Je ne peux pas entrer en cellule, j'ai des soucis à la maison. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve en cellule et en plus je ne me sens pas bien. En fait, c'est ce jour que j'ai appelé ma mère. J'ai dit que maman, il faut que tu descendes là-bas, Foussam. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en cellule. Maman s'est dépêchée, elle est arrivée. Sa maman s'est dépêchée. Les gens avec qui nous étions à la réunion sont dépêchés, sont venus. On lui demandait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu reproches à cette fille. Chaque jour, nous tous, nous avons des femmes. Pourquoi est-ce que c'est seulement chez toi? Parce que quand je la vois, je vois la panthère devant moi. C'est pas vrai. C'est le jour que j'ai eu à tout déballer. Je mange des choses. Je suis vécue dans cette maison. Mon mari, quand il voulait aller avec moi, c'était par derrière et quand je refuse, c'est le bastonnade. J'ai gardé ça. Dès que je refuse, c'est le bastonnade, parfois je suis toute nue. J'étais obligée de déballer. Et là, vous avez dit à votre maman. Dans ce jour, maman m'a posé la question, est-ce que je subissais vraiment toutes ces choses pendant tout ce temps? Je lui dis oui. Je subissais ces choses. Même quand mon mari avait son salaire, j'avais 2500 de ration. Je ne m'étais jamais gênée
Je prenais des choses aussi naturellement. C'est naturellement. Mais bon, l'étape est passée, ma mère est rentrée, mais on était là, mais ça, rien ne changeait, rien ne changeait. Je ne sais vraiment pas. Bon, j'étais là, je vais rentrer. J'ai plus rien à faire, en fait. Je vais rentrer à la maison. Pour moi, je me disais que ma vie était finie. Parce qu'à des moments, il me disait, tu penses que tu peux encore faire quoi? Tu penses qu'il peut encore te voir? J'étais une jeune fille qui aimait bien la propreté, m'habiller, le nyanga, mais j'avais oublié tout ça. J'étais devenue bizarre, quand mes sœurs arrivaient, c'est toi qui nous as appris à poser les ongles, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est toi qui nous as appris à faire ceci, qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Donc, je disparaissais en fait. J'étais là. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là, mais j'étais là. J'étais là. Ok. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, finalement, pour que je parte de là, je dirais que c'était le temps que Dieu avait choisi que je parte de là ce jour. Parce que moi, quand je pars de là, je ne sais pas. Maman décède le 10 janvier 2017. Bon, le 31 décembre 2016, elle m'appelle, elle me dit, vraiment, je suis fatiguée de ce mariage. Je te vois, tu n'es plus toi, je sais pas, il faut rentrer sur Yaoundé. Mais entre-temps, j'avais des petits-enfants qui étaient à la maison pour les fêtes. Je dis, je ne peux pas les laisser. Je vais attendre que les enfants rentrent. Mais malheureusement, maman décède. Le 10 janvier, j'étais toujours à Bafoussam. Et là, alors, c'était la cata. Donc, quand maman est décédée, même au lieu du deuil, c'était grave. C'est-à-dire, ils s'étaient tellement fait remarquer, négativement remarquer, même devant, c'était grave. Moins que, bam, il faut sortir de la personne qui te défendait, là, tu penses que tu peux encore faire quoi? Tu penses qu'il peut encore te voir? Je suis ton Dieu sur terre. Ne pense pas que tu peux encore sortir de cette maison et puis quelqu'un va te voir. Et puis, merde. J'ai mes enfants dehors. J'ai 13 enfants dehors. 13. Donc, si tu es là, tu ne fais pas d'enfants, c'est ton problème. Parce que moi, j'ai fait un garçon et après, ça ne venait plus comme ça. C'est arrêté. J'avais pas de problème. C'est arrêté comme ça. Donc, malgré les traitements et autres, c'est resté. Au jour où il est arrivé, il me dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? On t'a attaché là chez moi, dit que papa. Moi, quand je lis ma parole, ma Bible me dit que, même que dans la Bible, c'est écrit que quand tu veux faire répudier une femme, tu lui écris une lettre. Donc moi, je peux pas partir de chez toi comme ça. Écris une lettre et puis tu me fais partir et puis je vais rentrer. C'est comme ça qu'il a pris un petit bout de papier, il a écrit tout ce qu'il a écrit là. Depuis que j'ai rencontré cette femme, je ne suis pas heureux, elle ne fait pas d'enfants. Et bon, je décide de te dédommager d'une somme d'1 million de francs dans 2 jours et puis tu pars. Moi, je suis restée, j'attendais. Le jour où j'étais en ville, sur la moto, je le croise, il est au volant et accompagné. C'est comme ça que je voulais lancer une parole que, papa, c'est toi que j'attends à la maison depuis là. Depuis que tu as dit que tu viens me dédommager, qu'est-ce que je fais? Je vous assure, ce monsieur a renversé la moto sur laquelle j'étais. Avec la voiture? Avec sa voiture. Il a demandé au Benskina de laisse-moi passer, on va te renverser. Et il l'a fait. Dieu merci, j'ai rien eu. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, je l'attendais, il n'est pas venu, il est rentré 3 jours après. Je me dis vraiment, à cette allure, je pense que c'est ma peau que tu veux. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé chez nous, venu m'épouser et tout et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je te fais de mauvais. Moi, je pense que le mieux, ce serait que je parte. Comme ça, qu'il prend 25 000 francs, j'étais au stop. Je me dis, bon, tu peux partir. Et entre-temps, j'étais allée prendre sa maman malade. Je m'occupais d'elle. Il avait déjà fait 3 jours dehors sans ration et tout. Bon, les 25 000, j'étais encore obligée de mettre la main dessus et de faire un petit marché. Le jour où je pars, quand il revient donc,
Parce que lui, il ne passait jamais une semaine à la maison. Une semaine, peut-être qu'il a ses 4 jours à l'extérieur, il a ses 2 jours là, il a ses 4 jours. Madame, qu'est-ce que tu fais encore? Je pense que tu as donné ta lettre et puis 25 000 pour que tu partes. Tu es encore là, tu fais quoi? Toum, devant les enfants et tout. C'est comme ça que je fais mes sacs. Je rentre. Je rentre à Yaoundé. Expliquer quoi que ce soit à ma famille, je ne l'ai pas fait. J'étais mon problème avec mon Dieu et moi. Je posais mes genoux au sol. Puis j'étais là. J'attendais même qu'il revienne, dire ben voilà. Et elle est partie peut-être 2 ou 3 mois après. Ça n'a jamais été le cas. Jusqu'au jour où j'ai reçu une lettre. Lucie à la boutique un jour, c'est madame qu'on a Jésus, elle me remet les documents de divorce. Bon, pour moi, c'était une délivrance. Donc, quand j'avais lu ce papier, j'ai commencé à danser. C'est-à-dire, la dame même était étonnée. Elle me dit, maman, vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi, ce divorce, c'est une délivrance pour moi. Parce que je ne peux pas tout raconter. Effectivement, là sur le bateau, je ne peux pas. C'est clair. Je ne peux pas tout raconter. Donc, je pense qu'on a déjà Un bon résumé de toute l'histoire. On vous remercie encore une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Donc, on va essayer d'étudier le cas. C'est un cas très troublant. Je n'ai même plus la voir. Je vais passer d'abord... je vais prendre qui d'abord? Maintenant, Gaëlle. Elle peut justifier le fait que malgré les violences verbales, malgré les violences corporelles, elle ne trouvait pas la force de partir. Déjà, le fait qu'elle soit partie juste pour faire plaisir aux parents, parce qu'à la base, elle dit bien qu'elle ne voulait pas, mais elle est partie pour faire plaisir aux parents. Et maintenant, pourquoi elle est restée malgré tout ce qui se passait? Je pense que l'un des éléments qui faisait qu'elle reste dans le foyer, c'était le fait de porter les problèmes de sa mère sur ses épaules. Généralement, dans nos familles africaines, les mamans confient beaucoup leurs craintes, leurs soucis de foyer avec le papa à la fille aînée. Tu es aînée? Oui. Voilà. Ça fait que très jeune déjà, vous allez voir une petite fille de 8 ans, elle sait que je dois bien travailler à l'école parce que papa dérange maman. Les enfants perçoivent. Même quand elle est malade, il ne faut pas que je dérange maman. Si je viens encore avec un problème, ça fait en sorte que l'enfant interrompt son processus de croissance pour très tôt porter un fardeau qui est au-dessus de lui. Donc, on peut déjà dire que dès la base, elle se marie parce que je veux porter un coup de main à maman, papa n'est plus là. Si je laisse maman seule, c'est que je suis méchante. Je suis déjà l'aînée. En allant me marier, maman aura un bon statut social. Bref, pour faire plaisir à la famille. De deux, maintenant, lorsqu'elle arrive dans le foyer, vous savez, le partenaire et chez nous, les femmes, notre partenaire, on le voit un peu comme un mentor. On aimerait que notre conjoint nous motive, nous trouve belle, nous valorise. Et si cette personne, par maladresse ou alors parce qu'elle a ses problèmes personnels, commence à vous faire des abus verbaux, parce que j'ai écouté vos témoignages, tu n'es rien. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vivait pour vous nuire. C'est-à-dire, quand il voyait que vous aviez la paix, il fallait venir la saper. Donc, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est-à-dire quelqu'un qui lui-même a ses problèmes personnels, mais qui existe en rendant l'autre zéro. Il existe, c'est-à-dire c'est comme un vampire. Le vampire se nourrit du sang de sa victime. Et j'ai relevé quelque chose dans votre témoignage. Quand on lui dit qu'est-ce qui ne va pas, il donne des raisons. C'est parce qu'elle ne fait pas d'enfants. C'est parce que ces pervers narcissiques ont l'habitude de faire. Ils vous frappent, après ils vous disent qu'ils vous ont frappé. C'est de votre faute. Vous culpabilisez. Ils vous font un cycle
de culpabilisation. C'est à cause de toi. Si tu avais accouché, est-ce que j'allais me comporter comme ça? Si j'avais trouvé le meuble rangé de telle façon, je ne t'aurais pas frappé. Et quand ils se rendent compte que vous êtes même déjà vraiment décidé à partir, comme elle a dit, souvent il change, il devient gentil. Vous vous dites, ah, peut-être ça va changer, peut-être ça va aller, on appelle ça la rétroaction. Il sent, c'est comme si elle, au quartier, on me voit mal, c'est comme si elle a dit, c'est comme si elle est un peu décisive, allez, volte-face. Ça fait en sorte que vous vous dites que, ah, vous-même qui allez encore voir votre mère ou une copine, hein, il a quand même changé. Mais il rationne quand même, hein, parce que les femmes là sont souvent comme ça. Mais il s'occupe bien des enfants. Elle veut maintenant le présenter à la société sous un bel angle. Et c'est donc un cercle vicieux. Effectivement. Et Monsieur Tayou, quelle a été la faille d'Hortense dans sa relation conjugale? Est-ce qu'il y a des bases de départ étaient bonnes? Quelles sont les failles qu'il y a eu dans cette relation? Depuis le départ jusqu'à la fin. Merci. Hortense a évoqué deux éléments au début de son histoire qui sont des éléments à prendre en considération. Elle a dit au début que lorsque sa maman lui a présenté cet homme, elle n'était pas prête pour une relation. Et ça, il faut vraiment prendre le souligner. Elle n'était pas prête pour une relation. Deuxième chose, elle était sous la pression de sa maman. Vous voyez? Et ce que nous disons toujours aux jeunes lorsque nous les conseillons, lorsque nous les préparons pour le mariage, il ne faut jamais se marier sous pression. Ne jamais accepter de se marier parce qu'on est sous la pression d'un parent ou d'un membre de la famille. C'est que ce n'est pas le mariage. Deuxième chose, il ne faut jamais se marier quand on n'est pas prêt. Donc vous avez, il y a ces deux éléments-là qui font que si on ne les tient pas en considération, on risque subir des conséquences ou bien souffrir dans son foyer. Première chose, il faut être préparé. Parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de bien, mais lorsqu'on n'est pas préparé, on risque d'échouer dans son mariage. On risque de vivre plutôt le calvaire dans son mariage. Donc il y a la préparation. Et je pense qu'elle n'était pas prête à ce moment-là. Elle n'était pas prête. Et lorsqu'on n'est pas prêt, alors il y a des situations, il y a des choses qu'on ne peut pas subir, qu'on ne peut pas supporter. Vous voyez? Il y a des choses qu'on ne peut pas, on n'est pas encore à mesure de pouvoir les gérer. Voilà. C'est ça la première chose. Deuxième chose, ce que nous disons toujours aux jeunes, c'est que la base du mariage, c'est l'amour. Est-ce qu'il y avait véritablement l'amour entre ces deux? Moi, je crois qu'elle s'est mariée déjà sous pression, parce qu'il y avait la pression de la famille, où c'est quelqu'un qui est bien, il faut aller, et peut-être il va être un secours pour la famille. Vous voyez que déjà la base du mariage à ce moment-là, ce n'est pas l'amour. C'est peut-être l'intérêt, les biens matériels, ou bien le fait que la famille voyait en celui-là quelqu'un qui va venir pour pouvoir secourir le foyer. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. La base du mariage, c'est l'amour. Il faut que les deux la s'aiment. Et quand on parle même d'amour, il faut faire la différence entre amour et convoitise. Convoitise. Parce que beaucoup de jeunes font la confusion et confondent convoitise et amour. Oui. L'amour authentique, c'est quoi? C'est l'amour dans lequel je cherche d'abord la satisfaction de l'autre. Et ma satisfaction se trouve dans la satisfaction de l'autre. Et tant que l'autre n'est pas satisfait, moi je ne suis pas satisfait. C'est ce qui doit se faire entre les deux conjoints. Voilà, il faut que ça soit vice-versa. Entre les deux conjoints, ça doit être vice-versa. Cela veut dire que si au départ les deux là s'aimaient, c'est que ce monsieur, au lieu de la bastonner, devait plutôt se demander comment je peux faire pour que cette femme, pour que mon épouse que j'aime soit épanouie, elle soit satisfaite, et vice-versa. Vous voyez? Donc c'est pour ça que nous insistons sur ce fait. La base de la relation du mariage, c'est l'amour. Maintenant, la convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est que j'ai vu cette jolie dame, il y a quelque chose en elle que je convoite pour mon intérêt. Ça peut être sa beauté, ça peut être son intelligence, ça peut être autre chose. Mais vous voyez que je veux cette chose-là pour mon intérêt. Vous voyez? Et là, c'est la convoitise. La convoitise est égoïste et égocentrique. Voilà. Et lorsqu'on veut avoir ces choses-là, c'est au détriment de l'autre. On cherche à détruire l'autre pour avoir cette chose-là.
Et moi, je crois que dès la base, il y avait des choses qui n'allaient pas. Oui, dès la base, ce n'était pas vraiment sur une base claire. Et c'est pour cette raison que, à peine elle s'est mariée, ça a commencé à se manifester. Ça a commencé à se manifester. Donc, vraiment, nous insistons sur ce fait. Parce que nous conseillons les jeunes. Il faut, 1, bien se préparer. 2, s'assurer que à la base de la relation, il y a l'amour authentique. Et 3, faire le bon choix. Faire le bon choix. Nous allons, peut-être, j'aurai l'occasion peut-être de revenir sur les critères. Comment faire le bon choix. Parce que ça, c'est très important. Vous avez raison, on reviendra dessus. Docteur Menguene, elle a dit qu'elle tombait. Il y avait des moments restés comme ça, elle perdait la mémoire ou bien elle perdait la conscience. Ça veut dire qu'elle était dans une dépression où elle est inconsciente, je pense. Non, est-ce que, ou bien je ne sais pas, vraiment, je ne veux pas m'aventurer, ça c'est votre domaine, je ne sais pas. Mais je veux dire, on vit beaucoup en ce moment des jeunes personnes qui font des dépressions. C'est après qu'on se rend compte, bien c'est après que le diagnostic tombe, c'était une dépression. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs, des signes qui permettent de savoir que ma personne ou cet individu est en train de faire une dépression? Ou bien qui annonce déjà la dépression? Voilà, merci beaucoup. Oui, il y a des signes qui nous permettent de déjà penser à la dépression. On peut avoir quelqu'un qui a une humeur triste. La personne est triste. Constamment triste. Il y a les idées d'auto-dévalorisation. Donc, je ne suis rien, je ne peux rien. Voilà, il y a un émoussement sur le plan affectif. C'est-à-dire que des choses que la personne investissait sur le plan affectif, elle n'arrive plus à le faire. Il y a une instabilité aussi sur le plan affectif. Elle peut passer du rire aux larmes, comme ça. Il peut avoir une irritabilité et même une agressivité comme ça. Il peut avoir des idées suicidaires. On peut arriver jusqu'à ce niveau. Et on a un ralentissement sur le plan moteur. Elle a bien dit il y a une négligence un peu sur le plan corporel et vestimentaire. Et même un certain désinvestissement aussi, même sur le plan socio-professionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette motivation-là d'aller à la recherche de quoi que ce soit. Et surtout, parce qu'on ne pense pas souvent à ça lors des dépressions, alors que c'est les symptômes les plus retrouvés dans notre contexte, la somatisation. C'est-à-dire que les gens ne disent pas toujours je souffre, ça ne va pas, je n'en peux plus. Mais c'est le corps qui s'exprime. C'est des céphalées, on a les maux de tête, c'est les cervicalgies, les nerfs. Ça tire. Voilà. Ah bon? Ça tire là, ça tire. Et puis c'est les douleurs. Voilà, c'est des douleurs qui peuvent être lombaires, qui peuvent être articulaires, qui peuvent être pelviennes. Et la particularité de ces douleurs est toute, parce que là, c'est une situation de stress chronique. Et le stress vous déclenche tout type de symptômes. Tous les organes, certains, quand ils stressent, c'est les cheveux qui tombent. Justement. Voilà. La perte de cheveux. Des cheveux coupés. Parce que tu peignes là, je peigne. Je coupais régulièrement. Voilà. Ça peut être un moment, là, c'est la fréquence cardiaque qui augmente. Donc, vous avez même l'impression que vous avez des problèmes cardiaques aussi. À un moment, vous manquez d'air même. Vous avez l'impression d'étouffer. Donc, vous avez tous ces symptômes-là. Et la particularité, c'est que vous allez chez les spécialistes, vous faites un bilan, tout est correct. Ah bon? Voilà. Tout est correct et dans notre contexte, on pense donc à la sorcellerie parce que si ce n'est que ça, vous imaginez une dame qui vit dans cette situation et puis qui se retrouve uniquement avec ce corps qui s'exprime et qui va chez les spécialistes et tout est normal. Elle va penser alors que ce n'est que la manifestation du stress, la manifestation de la dépression. Et dans notre contexte, en Afrique et au Cameroun, à l'hôpital, en milieu hospitalier, c'est le premier diagnostic retrouvé. La dépression masquée. Masquée parce qu'elle se manifeste par le corps. Ce n'est pas de prime abord cette douleur qui est au premier plan, mais il vous dit, je ne dors pas. Docteur, je ne dors pas. J'ai mal à la tête. On peut avoir de l'anorexie, la personne maigrit, ou alors la prise de poids. Chez les femmes, parce que dans notre contexte, là, les femmes au foyer, quand elles commencent à prendre du poids, les hommes ont l'habitude de dire, tu es arrivé chez moi, tu étais maigre, voilà, je te garde bien, je t'encadre bien.
Mais vraiment, il faut faire attention chez les femmes avec cette prise de poids souvent exagérée ou cet amaigrissement. C'est souvent signe un peu d'un mal-être, d'un stress, d'une dépression. Donc, voilà autant d'éléments. Et on a aussi la consommation de substances psychoactives. Dans cette situation, il y a des femmes qui peuvent se retrouver également dans cette situation. Et l'histoire de la dame me fait aussi penser à l'homme, hein, parce que moi, je vois un monsieur qui est dans un état de mal-être et qui ne va, quand quelqu'un est dans un état de mal-être, il ne va donner que ce qu'il a. Voilà. Quelqu'un qui est mal ne va donner que ce qu'il a. Donc, c'est le mal-être. Avec cette consommation, donc vraiment tous les facteurs, tous ces ingrédients qui montrent que l'individu qu'on avait en face de soi lui-même était déjà problématique. C'est terrible. Et comment ça se fait que, parce que quand on va dans un mariage, on est tous convaincus que c'est beau, c'est pour vivre quelque chose d'exceptionnel. On finit par prendre des comprimés parce qu'on fait une crise de démence ou bien une crise de folie. Qu'est-ce qui s'est passé entre, je veux dire, ce bonheur et qu'on atterrisse directement à la médication où il faut prendre des comprimés, il faut être dans un service psychiatrique, il faut être même parfois interné? Bon, il y a beaucoup de facteurs, mais le maître mot, le facteur qui est au devant, c'est le mal-être. Un mal-être chronique. Et la base du mal-être, c'est le manque d'amour. C'est tout. Parce que l'individu... On perd la raison. Voilà, parce que vous avez un individu qui vit en permanence dans un état de stress. Parce que le stress, c'est quoi? Le stress, ça veut simplement dire les réactions d'adaptation de l'organisme à son environnement. L'organisme, chaque fois, est heurté un peu par son environnement. Ça peut être d'origine infectieuse, sonore, ou bien des situations comme ça. Et il faut qu'il s'adapte. Mais à cette situation. Mais vous avez donc une femme ou un individu qui vit en permanence dans des situations où il faut en permanence s'adapter, alors que ça doit être quelque chose de ponctuel. Mais là, c'est au quotidien. Ça fait que, et quand on est dans cette situation de stress chronique, l'organisme sécrète des substances donc, qui préparent le système à s'adapter. Mais c'est fait pour quelque chose, c'est ponctuel. Mais voilà que ça doit s'éterniser. Ça veut dire que même sur le plan organique, l'organisme s'épuise déjà sur le plan physique parce que c'est des substances telles que l'adrénaline, le cortisol, des substances qui sont déclenchées. Et ça épuise puisqu'il faut maintenir ça. C'est de l'énergie qui... C'est pour ça que vous avez ces symptômes-là sur le plan physique, la fréquence cardiaque, tout ça, parce qu'il y a des substances qui sont sécrétées et de façon permanente, et c'est qui est anormal. Et ces substances-là ont également un impact sur les hormones ou les substances qui gèrent l'humeur de l'individu. Ça veut dire qu'à la fin, ça affecte tout. C'est pour ça que, à la fin, c'est l'un des plus grands immunodépresseurs parce que vous allez faire toutes les maladies. Donc, il y a une décompensation sur le plan physique parce que vous développez toutes les maladies. Vous vous retrouvez avec les diabètes, l'hypertension parce que justement, ces substances-là sont sécrétées en trop et perturbent et finalement, ça baisse parce qu'à un moment, il y a épuisement, ça baisse drastiquement. Et ça vous fait une dépression, parce que quand on parle de dépression, ce n'est pas une vue d'esprit. Ce sont des substances qui sont anormalement basses dans l'organisme. C'est pour ça que dans la prise en charge, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux. Quand c'est léger, c'est encore les psychothérapies, donc le traitement par la parole. Mais modéré à sévère, là, ce n'est plus la parole. Il faut les médicaments qui vont stabiliser ces hormones-là. Et puis, avec la thérapie, il faut pouvoir prendre en charge les causes, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ok, après ce bon petit speech du docteur, on va prendre une petite pause. De retour sur le plateau dans toute sincérité avec le mentor Gaël.
On vient d'écouter Dr Laure qui nous a parlé des signes annonçateurs d'une dépression et qui nous a dit comment on peut basculer d'un mariage heureux à une dépression chronique. Et maintenant, j'ai pu remarquer que dans le récit de Hortense, elle a craqué lorsqu'elle se rappelait des mots que son mari, son ex-mari lui disait. Je voudrais savoir, maintenant, Gaëlle, pourquoi les mots touchent plus que les coups? Parce que la bastonnade est quand même des coups, des points sévères. Pourquoi les mots? Les mots ont la particularité de se loger dans la mémoire. Parce que généralement, les mots renvoient une réalité. Les mots renvoient une identité. Les mots renvoient à des épithètes, comme on a vu à l'école là. Donc, nous sommes très sensibles à ce que l'autre pense de nous. Surtout des personnes qu'on considère. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance de comment le conjoint nous perçoit. Donc, si le conjoint vous dit « tu ne vaux rien, tu n'es rien, je suis ton Dieu », voilà la femme qui te soutenait, qui n'est plus là. Même maintenant, elle y pense. Ça fait que quand elle voit même un homme en face d'elle, elle se dit, les voilà. Elle est sur la défensive. Vous savez, c'est un peu comme si vous avez peut-être beaucoup mangé un plat. Et puis ça vous a donné une indigestion. La mémoire enregistre. Ça fait que même le plat là n'a plus rien à voir. Ça fait 10 ans. Vous avez eu une intoxication alimentaire. Mais chaque fois que vous allez voir ce plat, ça va vous donner les mêmes sensations de mal-être ou de malaise que la mauvaise expérience ou la mauvaise situation avait engendré. Donc c'est un peu comme ça. C'est un peu comme une réponse acquise dans l'organisme qui fait en sorte que si on ne travaille pas sur soi pour disséquer que c'est un malade, c'est comme si un fou vous dit que vous êtes fou. Si on ne dissèque pas qui on est, quelle est notre véritable valeur, le fait que nous ne devons pas nous définir par rapport à autrui, parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Chacun a d'abord une valeur intrinsèque qui ne dépend pas de ce que tu penses ou pas. Vraiment, on aura du mal à socialiser plus tard. D'accord. Monsieur Taïou, comment faire pour éviter d'arriver dans ce genre de catastrophe? Quelles sont les conditions à remplir pour un mariage réussi? Vraiment très brièvement. Merci beaucoup. Pour un mariage réussi, il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de conditions. Donc je vais juste citer quelques éléments essentiels. Déjà, comme je l'ai dit au départ, il faut soi-même se préparer. Il faut soi-même se préparer pour être un bon conjoint. Deuxième chose, il faut que la relation soit basée sur l'amour authentique. Et troisième chose, il faudrait faire le bon choix. Bon, je vais commencer par... Et c'est quoi faire le bon choix? Se préparer même. Oui, je voudrais commencer par se préparer. Oui. Parce que beaucoup de gens veulent se marier, mais ils ne se demandent pas est-ce que je suis prêt pour le mariage? Est-ce que je peux faire un bon bonjour? Donc, il faut déjà se préparer dans ce sens-là. Et la préparation ne commence pas lorsqu'on a l'intention de se marier. Et une bonne préparation, pour ça en même une de mes questions, comme ça vous répondez une fois. Une bonne préparation demande quoi? De se faire suivre par des conseillers matrimoniaux? Oui, ça c'est au moment où on a l'intention de se marier. C'est important de se faire suivre. Oui, c'est important de se faire suivre. Et ça me donne l'occasion même de dire que c'est l'une des démarches que nous avons entreprises auprès de nos gouvernants pour qu'ils puissent déclarer, ils puissent instituer que pour se marier, il faut passer par le conseil prénuptial. Là, c'est le conseil prénuptial. Parce que nous sommes rendus compte... Mais ce n'est pas ça que les prêtres font avec les pasteurs. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. D'accord. Le conseil prénuptial, c'est fait par des professionnels. Malheureusement, ce n'est pas encore répandu chez nous. Voilà. Ouais, ce n'est pas répandu. Il faut des conseillers matrimoniaux professionnels pour le faire. Parce que nous sommes rendus compte que les jeunes qui se marient étant passés par le conseil, ayant suivi le conseil prénuptial, ils réussissent mieux dans leur foyer. Oui, parce qu'ils sont préparés à affronter. Parce que une chose évidente, c'est que les problèmes ne manquent pas dans les foyers. Ça, il faut se le dire. Il n'y a pas de foyer parfait. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce qu'on gère ces problèmes qui surviennent. Et pour mieux gérer, il faut être bien préparé pour faire face à ces difficultés-là qui vont venir et qui ne vont pas manquer. Parce que chaque foyer, chaque relation a ses épreuves, ses difficultés et ses défis. Maintenant, il y en a qui sont bien préparés pour faire face à ces défis-là, mais d'autres qui ne sont pas bien préparés et ils subissent, ça cause des traumatismes et des blessures émotionnelles dans leur vie et même dans la famille en général.
Donc, c'est ça. Il faut une bonne préparation en se faisant suivre par un conseiller qui va vous aider, qui va vous accompagner dans tout ce processus, qui va même vous aider déjà à savoir est-ce que je suis prêt pour le mariage. Parce que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les personnes matures. Comment donc savoir si je suis prêt pour le mariage? Vous voyez, le conseiller va vous aider dans ce sens-là. Deuxième chose, le conseiller va vous aider dans le choix. Est-ce que cette personne avec qui je veux me marier, j'ai l'intention de me marier, est-ce que c'est la bonne personne? Vous voyez? Et lorsqu'on parle de bonne personne, là maintenant intervient la notion de maturité. Est-ce que cette personne est mature? La notion de compatibilité. Est-ce qu'il y a une compatibilité entre nous? Vous voyez? Donc, il y a tout cela qu'il faut prendre en considération. Est-ce que nous nous aimons véritablement? Parce que lorsqu'il y a un amour véritable, l'amour va défier toutes les épreuves et toutes les difficultés qui vont venir. Mais lorsque l'amour n'est pas véritable, lorsqu'un coup de vent va venir, ça va balayer cela, et vous voyez, et la relation sera déstabilisée. Donc, c'est tout ça. Bon, si je veux entrer dans la maturité, parce que la préparation, il faut savoir, est-ce que la personne est mature? Est-ce que la personne est prête pour faire un bon conjoint? Il y a 6 maturités qu'il faut vérifier chez la personne. Et le conseiller, donc, va vous aider à vérifier, est-ce que cette personne a les 6 maturités? Et lorsqu'on parle des 6 maturités, j'ai parlé de ça dans ce livre. Amour, sexualité et préparation pour le mariage. Est-ce qu'on ne pourra pas parler de tout, malheureusement, sur le plateau? Mais les 6 maturités. Oui, je voulais juste énoncer les 6 maturités-là. Il y a premièrement la maturité physique. Oui, premièrement la maturité physique. La maturité sociale. Est-ce que je peux prendre soin d'un foyer, d'une famille? Ça, c'est la maturité sociale. La maturité émotionnelle. Est-ce que je suis en mesure d'avoir la maîtrise de soi? Lorsque je suis en colère, que je ne sois pas en train d'agresser le conjoint. C'est la maturité émotionnelle. La maturité psychologique, la maturité spirituelle. Voilà les 6 maturités. Il faut vérifier, est-ce que ces jeunes gens qui veulent se marier ont les 6 maturités? Vraiment. S'ils n'en ont pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore qualifiés pour le mariage. Vraiment, moi, je les recommande d'acheter ce livre. Malheureusement, on est tenu par le temps. Donc, pour la suite, il y a 2 livres. Faites-moi un peu voir les livres que je... Donc, il y a Amour, sexualité et préparation pour le mariage. Donc, vous appelez M. Grégoire Taillou. Vous avez un contact? Oui. Donnez. 677 77 51 77. Voilà. Il y a aussi la communication au sein du foyer conjugal. Et allez vous faire consulter vraiment avant de vous marier. On va passer au docteur. Merci, M. Taillou. On va passer au docteur. Dites-moi, comment on peut faire pour guérir d'une dépression due à un mauvais mariage? Maintenant, comment on peut faire d'une dépression due à un mauvais mariage? Guérir d'une dépression, ou bien dû même à une mauvaise relation, parce que les dépressions viennent même pas seulement du... Bon, comme on est dans le cas du mariage, restons spécifiques. Pour dire que, comment on fait pour en guérir? J'ai fait une grosse dépression et maintenant, comment je me fais pour en guérir? Voilà, maintenant, est-ce qu'à ce moment, on est toujours dans le mariage ou bien on est à l'extérieur? On est déjà hors du mariage? Parce que selon qu'on est encore dans le mariage, ce sera différent de on est déjà sorti. Essayons de briefer les 2 cas. Sur les 2 cas, on est encore dans le mariage, on ne veut pas partir, mais on veut guérir. Voilà, on est dans le mariage, on fait une dépression et on veut en guérir. Si on est dans le mariage, c'est généralement ce qu'on fait quand on reçoit la personne. Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes. Elles vous disent que non, je reste pour mes enfants. Et il y a cette violence-là, cette maltraitance-là, psychologique et physique et autres. Donc, nous, en tant que thérapeute, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un « pars ». Voilà. L'initiative doit venir d'elle-même. Après évaluation, surtout s'il y a violence, où on voit vraiment que le risque vital peut être engagé, elle est bienvenue consulter pour quelque chose. On lui fait simplement comprendre que les mêmes causes vont entraîner les mêmes effets. Et maintenant, ce sera à elle de décider que si elle veut sa santé, on va donner les médicaments, on va faire les psychothérapies, mais si le comportement ne change pas, alors voilà. Et dans ce cas-là, lors des psychothérapies, on peut être amené à appeler le conjoint, parce que c'est très important. Si ils sont encore mariés,
appeler le conjoint parce que, bon, la réalité de la dame peut ne pas être la réalité réelle aussi, ou la réalité de la problématique évoquée. Donc, c'est important d'avoir les deux parties. Et que chacun dise aussi s'il veut encore être dans cette relation. Parce que ça ne sert à rien d'engager une psychothérapie, de chercher à réconcilier, alors que le monsieur, par exemple, vous dit que je ne suis plus là. Je suis venue parce que c'est la mère de mes enfants, je veux qu'elle se porte bien, mais vraiment, docteur, je vous dis, je ne suis pas là. Si elle peut comprendre, parce que je lui fais comprendre depuis, elle ne veut pas. Elle a même menacé de suite. Voilà, de se suicider ou autre. Vous voyez que c'est plus complexe. Donc, à ce moment-là, il faudrait que les deux se parlent des séances de psychothérapie pour que ça qu'on puisse évoluer. Voilà. Toujours est-il dit que dans ce type de cas, il y a le traitement médicamenteux, il y a la psychothérapie. Il faut un accompagnement du monsieur, de la dame, du couple et parfois même des enfants parce qu'on a vu les répercussions. Il y a cette violence-là que les enfants vivent au quotidien. Et eux, c'est des êtres qui sont vides. Et vous voyez que l'environnement les abreuve de violence. Et ils ne vont redonner que ce qu'ils ont vécu. Donc, ils risquent de reproduire le schéma du monsieur, en fait. Du monsieur violent, parce qu'il a grandi, par exemple, dans un milieu comme ça, il va reproduire ça. Donc, si les personnes sont en couple, vraiment, c'est important de faire une psychothérapie de toute la famille et de vraiment voir si les uns et les autres veulent encore rester ensemble. Mais maintenant, si la dame ou le monsieur, parce que la dépression, c'est voilà, le monsieur aussi peut déprimer, la dame aussi peut déprimer. Dans ce type de cas, on voit quand même que c'est accompagné d'un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a le traumatisme là, ce traumatisme sur le plan psychologique et sur le plan physique qui est encore là. Parce que la dame relate les événements et on a l'impression qu'elle est en train de vivre ces événements-là. Donc, on a ce stress post-traumatique-là à gérer qui va nécessiter également non seulement un traitement médicamenteux, mais une psychothérapie parce que à présent, elle est restée bloquée sur le plan affectif, bloquée à ce type de relation-là. C'est-à-dire qu'engager une relation normale, maintenant, ça va être difficile parce que il y a ce souvenir qui est là, ce souvenir du masculin qui est traumatisant, qui est maltraitant. Donc, ce ne sera pas... La peur de vivre les Voilà. Donc, il faudrait qu'elle puisse avancer. Elle est restée bloquée depuis des années à ce stade. Et là, elle a besoin de quoi? Elle, pour son cas précisément, elle a besoin d'un accompagnement psychologique. Mais pas de médicaments. Peut-être même. Bon, maintenant, après évaluation, on va voir s'il y a une symptomatologie somatique, des symptômes somatiques qui sont là. Est-ce qu'il y a des troubles du sommeil, des insomnies? Parce que parfois, elle peut faire des réveils en sursaut. Est-ce qu'il y a des signes de dépression, par exemple? Elle peut rester, se mettre à pleurer. Il y a cette hypersensibilité là, parce que la porte peut claquer et puis on la voit qui sursaute. La voix d'un homme, on la voit qui sursaute, qui évite le genre masculin. Donc, il faut évaluer donc tout ça. Toujours est-il dit qu'il va falloir un accompagnement psychologique. Voilà, pour qu'elle puisse avancer et être à nouveau heureuse. Et enfin, connaître l'amour. Et ce qui est encore possible. Le bon remède. Donc, on va remercier Hortense. Hortense, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Je vous encourage à aller voir un psychiatre. Je sais pas, d'aller... Conseiller matrimonial, parce que tu vas encore te marier, non? Parce que vous êtes encore belle, vous êtes jeune, vous pouvez encore refaire votre vie. Tout est encore possible. Donc, vraiment, merci d'être venu. Et on vous souhaite un bon dimanche. Merci, également à vous.